Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Bourgeois. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, on a beaucoup de chance en ce moment. D'abord, on travaille dans une technologie où les gens sont très très compétents et surtout très sympathiques. On a la chance aujourd'hui de recevoir Romain Guy. Donc Romain, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu et tout d'abord, c'est un grand honneur quand même parce que tu es quand même un rockstar, une rockstar dans le monde Android. Il est marqué sur le site de Devoxx US. Ouais, tous les speakers sur le site de Devoxx sont des rockstars. D'ailleurs, c'est assez comique que Devoxx soit enfin arrivé aux États-Unis. Oui, ça faisait très longtemps que... d'ailleurs, je porte le... Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, évidemment, les gens dans le podcast vont pas voir du tout, mais c'est pas grave. Non, c'est pas radiophonique, mais oui, je porte le sweatshirt Devoxx US. Et justement, moi, je t'ai vu la première fois, il y a bien 6 ans ou plus, à Devoxx, Belgique. D'accord. Et je t'ai vu plein de fois après. Et c'était un peu à chaque fois le même speech, non pas le même speech, mais le même titre. What's new in Android? C'était toujours un peu la chose qu'on fait chaque année, notamment avec Chat. Ouais, malheureusement, on a arrêté d'aller à Devoxx en Belgique parce que il y a eu une période, peut-être à partir de 2009, où il y avait beaucoup d'intérêt pour Android et mobile de manière générale. Et je trouve que ça s'est un peu tassé ces dernières années, donc ça fait un an ou deux on n'y va plus en fait avec Chat. Parce que malheureusement, voilà. Ah non, 2 ans. Vous y étiez pas l'année dernière et je crois que vous y étiez pas cette année non. Voilà, et parce que du coup on se retrouve dans des salles qui sont pas vides, mais on arrive à rassembler plus de gens dans des user groups locaux, donc partir une semaine du travail, faire payer les frais à Google, ça valait pas vraiment la peine. C'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup Devoxx, et envers au mois de novembre ça me manque. Attends, redis ça un peu un coup. De quoi, envers au mois de novembre? Envers. Alors, on va te belgiciser un tout petit peu. On dit Anvers. D'accord, pardon. Voilà. Ah non, je suis désolé, mais... Antwerp. Ok, t'as gagné. Parfait. Donc oui, je t'ai vu, je crois, chaque année depuis 2000... D'accord. Depuis longtemps. Et donc, voilà, j'ai l'impression de te connaître bien, mais évidemment, ça marche pas dans l'autre sens. Non, mais t'es un des speakers qui revenait assez régulièrement. Oui, j'ai fait pas mal de... Donc voilà, et c'est aussi pour ça qu'on était Benjamin et moi très contents de t'avoir pour notre petit podcast. Et voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir dit oui et d'être venu. En plus, il faut savoir que Romain est quand même très sympa, donc dans le sens où à Google I.O., j'étais une des personnes à l'ennuyer pour faire une photo avec lui et c'était, je pense, relativement souvent et t'as pas du tout rechigné ni été embêté, donc voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et d'abordable, donc voilà. On commence souvent aussi par des petites questions peut-être un peu plus personnelles. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais pour les gens qui ne te connaisseraient pas? Oui, vaste question. Romain, je travaille chez Google depuis, ça fait 9 ans maintenant. J'ai rejoint en fait Google, c'était pour un stage de fin d'études. Je finissais mes études à l'INSA de Lyon. Et j'ai eu la chance de me retrouver sur le projet Android pendant mon stage. Donc c'était un projet qui était bien sûr secret en dehors de la boîte, mais qui était encore secret à l'intérieur de Google à l'époque. Personne ne savait ce qu'on faisait. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Donc mais c'était passionnant parce que moi qui ai toujours aimé travailler, donc je fais du Java depuis Java 1.1. Je me suis toujours intéressé aux interfaces graphiques, à la programmation. Ah mais t'es vieux en fait. Pas si vieux que ça, non. J'ai que 34 ans. Je plaisante. J'ai commencé jeune, on va dire. Et oui, j'ai donc tout ce qui était la programmation visuelle, donc les applications, les animations, ce genre de choses. Je me suis retrouvé à travailler sur le UI Toolkit en fait d'Android pendant mon stage. Et donc à la fin du stage, Google m'a proposé de m'embaucher. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils avaient peur que je dise non, donc ils insistaient pour me dire qu'ils pouvaient m'embaucher à Paris. Et moi j'arrêtais pas de leur dire non mais y a pas de problème, je viens en Californie, j'ai pas envie d'aller à Paris. Et donc je me suis retrouvé dans l'équipe Android, dans laquelle je suis depuis donc 2007, sauf une année que j'ai passé sur un projet de robotique. Ah oui, ce fameux projet voilà. secret. Secret, ouais. Et avant Google, donc j'ai passé aussi 1 an chez Sun Microsystems. J'étais dans l'équipe Swing, donc le toolkit, le UI toolkit de la plateforme Java. C'est là où j'ai rencontré quelqu'un comme Chet, avec qui je fais beaucoup de présentations, etc., que j'ai fait embaucher chez Google par la suite pour travailler avec moi sur Android. Et puis avant, j'avais fait pas mal de trucs, j'avais bossé sur des projets open source, j'avais écrit un bouquin avec Chet, j'avais été traducteur chez O'Reilly,
J'avais écrit beaucoup, j'ai passé des années à écrire des magazines pour des magazines informatiques en France. Donc les plus vieux se souviendront de peut-être Dream et Login. Donc c'était un magazine qui était dédié à tous les OS non Windows. Donc ça parlait de Linux, de BSD, de BIOS. Et donc j'écrivais des articles de programmation tous les mois dans ce magazine-là. Voilà, donc plein de choses. J'aime me garder occupé. Ah oui, c'est assez hardcore quand même. Tu t'es pas ennuyé, c'est bien. Non. Très bien. Et donc du coup, parce que là, la question la plus importante qu'on voulait tous te demander, c'est ça fait quoi de travailler avec Chet? C'est difficile à cause de toutes les blagues. Ah, il est vraiment comme ça tout le temps en fait. Ouais, il est comme ça tout le temps. Il arrête pas de dire qu'il a un background thread qui tourne dans sa tête et qui est toujours à la recherche d'une blague. C'est indépendant de sa volonté, juste à ça. D'accord. On peut voir ça marche quand même, hein, ces petits talks. Oui, bien sûr. Ouais, non, ils sont ces super. talks qui sont complètement. Mais ce qui est vraiment marrant avec ces talks là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant que c'est de la comédie. Ouais, pendant un certain temps, ils savent pas. Donc ils ont vraiment. Et moi c'était là la première fois que je l'ai vu faire un truc comme ça. Je savais pas que c'était une blague en fait. Et vraiment ça m'a fait. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il veut. Pourtant, c'est assez évident, je sais pas, c'est tellement... Mais, c'est-à-dire que quand tu vois un truc du style, manager les managers dans une équipe de management, ça fait je sais pas, tu te dis, c'est certainement legit comme truc, hein. Alors, cela dit, non, c'est vrai, t'as pas tort, parce que je me souviens quand j'étais chez Sun, donc il y a ce qu'on appelle les all hands, où, donc t'as à peu près toute la boîte qui se réunit, pour une présentation, pour parler de projet interne. Et un des premiers que j'ai vu, c'était l'équipe qui était chargée de créer des process chez Sun, qui nous expliquait leur process pour créer les process. Donc ça vient peut-être d'expérience de ce jour-là que... Ah. Donc tu vois, hein, ça pourrait être sérieux. Ça pourrait être sérieux, ouais. D'accord. Ok. Bon. Assez parlé de Chet. Parlons de toi. Donc t'es vraiment dans Android depuis le tout début, je suppose. T'as travaillé directement avec Andy Rubin. J'ai travaillé directement avec Andy Rubin, ouais. Donc j'étais pas sur Android en fait depuis le tout début, parce qu'Android c'était quoi? Donc c'était une petite boîte qui date. Okay. Android chez Google. Voilà, Android chez Android chez Google. J'avais Android chez Google existait déjà depuis au moins 1 an et demi, peut-être 2 ans chez Google. Ah oui, quand même. Ok. Mais tu sais, c'était une époque où en fait il y avait beaucoup de l'équipe cherchait beaucoup comment fallait faire les choses. Le framework tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait était assez jeune quand je suis arrivé. Il y avait pas mal de versions avant. J'étais pas sûr de quel langage j'utilisais, de quel type d'API utiliser. Je crois qu'à une époque, par exemple, le UI Toolkit et le framework étaient entièrement multithreadés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'était à la fois vieux et tout jeune. D'accord. Ça a bien évolué depuis, d'ailleurs. Ça a bien évolué, oui. Et, d'ailleurs, tout à l'heure, en pensant au podcast, je me suis fait la remarque. Ça me rappelle justement quand j'ai commencé à utiliser Java, donc Java 1.1 quand c'était sorti. Après il y a eu les 1.2, les 1.3 qui ont rajouté énormément de fonctionnalités. Je me souviens à une époque où j'étais capable, je connaissais toutes les API par cœur parce qu'elle était suffisamment petite. Et Android c'était un peu ça, c'est les premières années. Je connaissais tout sur le bout des doigts, je savais tout comment fonctionnait, toutes les API, tu pouvais poser des questions sur le network, le storage, le lifecycle, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est une grosse plateforme, il y a tellement de choses, c'est impossible. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de développeurs d'applications qui en savent beaucoup plus que moi, ou d'ailleurs que pas mal de gens de l'équipe Android sur le fonctionnement de nos API ou de la plateforme en général. Oui, mais ça devient balèze, hein, clairement. Il y a beaucoup de trucs, mais déjà rien que dans le UI. Ouais, non, c'est on a des gens dont le métier c'est d'écrire du code, et ils écrivent du code depuis 10 ans, donc ouais, ça grossit. Moi, c'est un truc que j'aime bien chez Android, c'est le fait que tous les jours, j'apprends quelque chose. Donc, comme tu dis, c'est tellement énorme que on peut plus tout savoir, quoi. C'est impossible. Et tous les jours, je découvre un petit truc, quelque chose que je savais pas ou que je peux améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, vraiment dans le métier. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup passer du temps à discuter avec les développeurs externes de Google. Je passe pas mal de temps sur Slack, par exemple, ou avant, c'était Stack Overflow, enfin, des médias dans ce genre-là. Parce que moi-même j'apprends énormément de choses justement en discutant avec des gens comme vous, parce que vous avez des problèmes que j'ai jamais rencontrés, vous utilisez des API dont j'ai jamais entendu parler, donc ouais c'est super intéressant. Et puis aussi vas-y.
Non, j'allais dire, je confirme, j'ai beaucoup de problèmes. Et la programmation, c'est dur. Ouais. C'est pas que de programmation. Hein. Ouais, tu sais, la vie, tout ça. Fou. Mais non, mais clairement, mais en fait, c'est ça qui nous motive à faire ce genre de podcast, c'est qu'on a l'occasion de parler avec des gens très intéressants et qui ont aussi plein de trucs, enfin, qui connaissent plein de trucs que nous on connaît pas. Bien sûr. Et qui nous permettent de creuser un petit peu dans les choses qu'on comprend peut-être pas toujours suffisamment bien. Oui. Je peux dire que moi justement côté UI, il y a un gros morceau que avec lequel j'ai un peu du mal parce que j'ai fait beaucoup d'Android mais plus le côté planqué, je vais dire. D'accord. Donc, là justement, je fais exprès de demander toutes les tâches plus UI et plus complexes. Et on travaille pour le moment sur une app qui est assez complexe au niveau UI. Donc moi ça m'éclate beaucoup parce que justement j'apprends plein. Et puis je me casse la tête aussi, plein. Ah, j'imagine, ouais. Mais ça c'est quelque chose, c'est intéressant que Benjamin relève le fait que sur Android on apprend toujours des choses, parce que quelque chose qui moi m'a toujours intéressé à travailler dans l'équipe Android même, c'est qu'en fait je trouve qu'au fil des années, bien sûr on se soucie énormément de la compatibilité, notamment au niveau des API, la compatibilité au niveau du source code un peu moins, mais surtout au niveau des binaires, mais on n'hésite pas, ça se voit pas forcément quand on reçoit une mise à jour de l'OS, mais on n'hésite pas à faire des gros changements dans la plateforme, à réécrire des pans entiers, à changer complètement certaines choses au plus bas niveau. Donc c'est vraiment une plateforme qui est encore très vivante et très organique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent sans arrêt. C'est sûr. Et d'ailleurs, moi j'ai un peu une question, c'est toi qui es justement dedans vraiment depuis très longtemps, jusque maintenant, c'était quoi pour toi la partie la plus difficile à réaliser dans le système? Qu'est-ce qui t'a vraiment causé le plus de tourments, on va dire? C'est une très bonne question. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qu'il y ait une seule chose en particulier. C'est vraiment un tout. C'est qu'en fait, donc, on travaille très vite. Enfin, vous vous souvenez sûrement du rythme des sorties d'Android jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Tous les 6 mois. Ouais, voilà, c'est ça à peu près. Et par exemple, il y avait des releases majeures, 1.6 et 2.0, on les avait plus ou moins faites en même temps. On travaille sur deux versions majeures d'un OS avec des équipes qui étaient relativement petites en même temps. Donc ouais, les problèmes les plus récurrents, ça reste les problèmes de performance, de batterie, d'utilisation de mémoire. Et c'est particulièrement difficile parce que c'est des choses qui sont difficiles à mesurer. Qui vont généralement à l'encontre, pas tout le temps, mais souvent à l'encontre de ce qui est considéré comme les bonnes pratiques de programmation. Je me souviens les premières années d'Android, quand on expliquait aux développeurs, voilà, il faut éviter les allocations, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Je me souviens à des conférences, il y avait des gens qui venaient me voir à la fin et qui m'engueulaient en disant que j'apprenais aux gens à mal écrire du code, et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je disais oui, je sais, c'est moche, mais on est sur des téléphones qui sont peu puissants, qui ont peu de mémoire, et il faut faire comme ça, il y a pas d'autre choix, quoi. Un jour ce sera mieux, mais aujourd'hui, tel que les produits sont, faut travailler comme ça. Donc c'est et c'est un problème que j'ai vu de pas mal de gens qui certains ont du mal à s'adapter en fait à l'environnement mobile et à réaliser qu'un téléphone mobile qui a 8 cœurs et 4 Go de RAM, c'est pas du tout la même chose qu'un ordinateur qui a 8 cœurs et 4 Go de RAM. Parce que les cœurs, on les allume pas, on les fait tourner à basse fréquence, la RAM, on n'a pas de swap, donc faut faire très attention à comment on l'utilise. Ça coûte de la batterie, etc. Donc c'est plus une espèce de longue bataille qui dure depuis le premier jour, d'essayer de faire en sorte que les performances soient les meilleures possibles à tout moment. Et c'est très difficile, c'est très difficile. Ouais, j'allais dire, juste les gens, c'est le plus gros problème. Oui, bah comme dans beaucoup de projets. Ouais. J'allais dire, c'est pas un peu frustrant aussi de voir justement tout le travail que vous mettez là-dedans. Et au final, après, il y a des développeurs, comme moi, qui ont tendance à dire, oh, c'est pas très grave, à cet endroit-ci, bon, moi, tant pis, et qu'au final, on n'est peut-être pas aussi attentif que vous, et que c'est la plateforme qui en souffre, en fait, plus vraiment que l'application en tant que telle. Écoute, c'est pas si frustrant que ça, parce que déjà, ça fait partie du job, c'est la rançon du succès. Et puis c'est quelque chose qui se comprend très bien. Je veux dire, même nous, parfois, c'est tout à fait normal. Tu sais, t'es dans ton projet, tu vois tes problèmes, tu vois tes objectifs, et c'est difficile de se souvenir de l'impact que ça peut avoir sur tout le reste. Et d'ailleurs, c'est une phrase en anglais, tragedy of the commons. C'est très représentatif de ce qui se passe sur les téléphones mobiles en termes de performance. C'est cette idée que
On a donc des ressources limitées qui sont partagées par tout le monde. Toutes les apps veulent être en train de tourner en tâche de fond, ce qui est quelque chose qui ne se fait pas vraiment, en fait, par exemple, sur les desktops traditionnellement. On a beaucoup plus d'applications qui font ça sur mobile. Et à chaque fois, évidemment, je sais pas, tu travailles sur l'application de ta petite startup, et pour toi, ce que ton app fait, c'est ce qui est le plus important sur le téléphone, c'est l'expérience la plus importante pour l'utilisateur. Mais le problème, c'est que sur le téléphone, il y a une centaine d'applications. Et chaque application pense comme ça. Et le framework pense que le framework, c'est le truc le plus important. Donc, je pense que c'est tout à fait naturel, et c'est là où donc l'éducation, dans le sens discuter avec les développeurs, leur montrer des bons code samples, améliorer notre documentation qui en a bien besoin par endroit, donner des conférences, aller à la rencontre sur Stack Overflow, sur Slack, c'est super important. C'est pour faire réaliser à tout le monde que il faut qu'on s'entraide et que c'est pas le framework contre les apps, c'est pas une app contre une autre, c'est faut qu'on tous ensemble on fasse attention pour que le téléphone soit bien pour l'utilisateur. Et d'ailleurs, on est les premiers en tant qu'utilisateur, je suis sûr que vous êtes les premiers à râler quand le téléphone se comporte mal, quand la batterie tient pas la route. Et la batterie. Ouais. Parlons-en de la batterie. Le jour où il y aura une batterie qui fonctionne, s'il vous plaît. Mon Nexus 6P ne tient pas une demi-journée. Ah oui, ça c'est quand même... Moi j'ai un Nexus 6P qui tient quand même mieux que ça, mais... Moi c'est une demi-journée max. Ouais, mais c'est... Mais bon. C'est pareil, c'est un problème qui est très difficile parce que... je sais, il y a souvent des développeurs qui pensent que là on a plein de cordes dans notre téléphone, on a plein de batteries, on a un GPU, on peut faire des trucs super. Le problème c'est que quand on allume tous ces trucs, ça coûte très très cher. Bah oui, c'est ça. Et moi je suis persuadé que c'est une app une ou des apps que j'installe, que j'utilise, qui gèrent mal des trucs et qui font que ça bousille la batterie complètement, mais je sais pas lesquelles. Tout à fait. Puisque je les utilise toutes. Bah ouais. C'est très difficile de trouver un peu le méchant, quoi, dans le tas. Ouais. Y a pas vraiment un bon outil pour ça, c'est dommage. Non, mais on a par exemple les batteries stats, mais même ça, alors, on va essayer de les améliorer, mais c'est très compliqué parce que quand tu as une application, par exemple, qui prend de la batterie parce que elle passe par le service, peut-être du framework, ou je sais pas, les Play Services ou quelque chose d'autre, comment tu fais pour savoir que c'est cette application-là, qui bouffe la batterie? Comment tu la charge CPU et GPU écran par exemple dans les services qu'elle appelle, comment tu la blâmes sur cette application là. Donc c'est un problème qui est très difficile à régler. Et ouais, donc même nous parfois quand on traque des problèmes de batterie, ça demande du travail. Ouais, c'est ça me manque le Ctrl Alt Delete sur Android, Ctrl Alt Delete puis après le Task Manager, tu vois. Ouais. Puis tu vois lequel prend du CPU, tu te dis ça doit être lui le méchant et hop. Bah ouais, mais malheureusement, souvent sur ce qui se passe sur mobile, c'est que c'est pas forcément une fonction de prendre le CPU, ça peut être les fameux wake locks qui empêchent le téléphone d'aller s'endormir et donc de couper un maximum de hardware. Ça peut être des choses comme tu gardes l'écran allumé parce qu'en fait tu utilises beaucoup ton téléphone et l'écran c'est quand même la plus grosse source de batterie drain. Donc c'est un problème qui est vraiment difficile et c'est intéressant parce qu'en fait tu regardes les batteries sont pas tellement améliorées en 10 ans. Non. Alors elles sont à peu près, je dirais, 2 fois plus grosses aujourd'hui qu'elles étaient il y a 10 ans à peu près dans les téléphones. Et finalement on a à peu près la même durée de vie sur nos téléphones. C'est à peu près une journée, parfois un peu moins, mais globalement c'est une journée. Et donc c'est quand même intéressant de voir ça pour voir le bon côté des choses, parce que finalement on a quand même beaucoup plus de software dans nos téléphones. On a des écrans beaucoup plus grands, on a des GPU beaucoup plus rapides, on a beaucoup plus de matériel. Donc le matériel s'est bien amélioré, le software a fait des progrès, donc c'est quand même tout n'est pas noir. Non, c'est sûr. Ça pourrait être mieux, mais ça aurait pu être bien pire. Parce que pour vous donner une idée, là, juste en taille de software, c'est que l'image système d'un Nexus 6P, c'est aujourd'hui ça doit être entre 2 ou 3 gigas, enfin c'est dans ces eaux-là. Le premier téléphone Android, l'OS entier avec toutes les apps, qui tenait dans une image système de 64 mégaoctets. Donc ça c'était il y a 8 ans, quoi. Mais oui, c'est un peu l'histoire de tous les OS du monde en fait. Ouais, c'est l'histoire de tous les OS du monde. Sur Android, c'est intéressant, enfin le mobile de manière générale, c'est que la taille des écrans a tellement augmenté que juste la taille des assets, donc des icônes, des images, on a besoin, rien que ça prend une place folle. Là, je vous parle, j'ai un écran 30 pouces sur mon Mac Pro, c'est la même résolution que mon téléphone. Donc, on a tendance à oublier ça quand on utilise ces téléphones, qu'on les ressortit dans notre main, qu'en fait, c'est des choses que font à peine la plupart des ordinateurs de bureau, en termes de
quantité de pixels, de résolution. Donc ouais, ça aide pas. Ah, pour mettre les choses en perspective, je me rappelle, il y avait je crois que c'était déjà il y a 5 ou 6 ans, il y a quelqu'un qui avait remarqué que le téléphone qu'on a dans notre main, donc déjà il y a 5 ou 6 ans, c'était l'équivalent de ce que les ingénieurs de la NASA avaient utilisé sur des PC pour envoyer une fusée sur la Lune, quoi. Ouais. Et on se rend pas bien compte de se dire, voilà, ce qu'on a dans la main, c'est méga puissant, il y a moyen de faire des calculs de dingue, même les jeux qu'on fait tourner dessus. Et après, ouais, on arrive à se plaindre parce que la batterie tient pas toujours super bien. Ouais, et ma comparaison préférée pour ça, c'était, je crois que c'était quand c'est l'iPad de 12 ou 13 pouces là, qui était sorti il y a à peu près 1 an et demi, ou 2 ans, je sais plus. Quelqu'un avait réalisé que l'espace entre 4 icônes du launcher de cet iPad, c'était la taille de l'écran du premier iPhone. Et ça c'était juste leur espace vide entre les icônes. Moi, j'ai juste une petite anecdote complètement marrante en parlant de densité et de taille d'écran, etc. Depuis peu, on a un nouveau niveau de densité qui est le XXX HDPI. Ouais. Et d'ailleurs, un de mes collègues l'a appelé le Vin Diesel HDPI. Malheureusement, je comprends la référence. Mais du coup, on se posait la question à ce moment-là, quels sont les devices qui utilisent ce genre de truc. Donc, j'ai eu la très très bonne idée au travail de taper XXX HDPI dans Google. Ah, c'est peut-être une très mauvaise idée. C'est une extrêmement mauvaise idée. Surtout quand le boss arrive derrière. C'était juste, ne le faites pas, les gens. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ou chez vous, dans votre chambre. Ce qui se passe généralement pour les densités, c'est qu'au moment où nous on utilise une densité, on introduit en fait la catégorie supérieure dans les API. Je sais plus la raison, mais c'est ce qu'on a toujours fait en fait. D'accord. Mais ouais, effectivement, la densité, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je discute avec pas mal de développeurs, souvent un des gros problèmes que les développeurs ont, tu sais, c'est la taille des APK. Parce qu'évidemment, alors le stockage sur les téléphones, du moins les téléphones que nous on connaît, c'est pas tellement un problème. Dans certains endroits, les téléphones pas chers, dans certaines parties de l'Afrique ou de l'Asie, ou en Inde, c'est beaucoup plus important de faire attention à la taille des APK stockés et puis pour les downloads. Mais ouais, donc souvent ce qui se passe c'est dans les APK, c'est toutes les variantes de densité qui prennent énormément de place. Et ce que les développeurs doivent réaliser, c'est qu'en fait il y a certaines densités, par exemple le MDPI, le HDPI, peut-être, et même d'ailleurs peut-être sûrement le XHDPI. Il y a tellement peu de téléphones, voire aucun qui l'ont aujourd'hui, autant le dégager. Et en fait, si certains téléphones utilisent ces densités, de toute façon le framework, j'avais pas mal bossé là-dessus au début quand j'étais sur l'équipe Android, la gestion des densités. Si la densité du téléphone n'existe pas, il va prendre la supérieure, il va diminuer la taille des assets automatiquement. Donc de toute façon, il y a ce mécanisme qui est en place dans la plateforme qui va faire qu'il va quand même afficher quelque chose de correct. Mais nous c'est ce qu'on a fait en fait, on a tous les assets sont en maximum HDPI et on laisse le système se démerder et jusque là en fait ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Ouais, je sais pas si c'est une mauvaise practice mais en tout cas pour nous ça fonctionne. Non, faut juste faire attention, ça va impacter un peu les temps de démarrage de l'application parce qu'on va devoir décoder beaucoup plus de data depuis l'APK et on est obligé de faire une étape de downsample. Jusqu'à, je me souviens un peu dans quelle version d'Android j'avais corrigé ça, c'était peut-être dans 3.0, c'était dans 3.0 ou 2.3, je sais plus du tout. Mais en fait, pendant longtemps, cette étape, on la faisait en Java, dans le framework. Donc c'était dangereux parce que ce qui se passait, c'est qu'on était obligé de loader l'image, la grosse image en mémoire, donc qui était dans le heap de la machine virtuelle. Et ensuite, l'image de destination finale était aussi dans le heap de la machine virtuelle. Donc on utilisait beaucoup de mémoire supplémentaire. Il fallait, si le garbage collector n'arrivait pas à temps, on pouvait avoir des out-of-memory errors assez facilement. Et donc depuis, il y a un jour je l'ai corrigé, maintenant tout ça c'est fait dans le code natif. Donc il n'y a pas d'impact sur l'utilisation mémoire directement côté machine virtuelle. Mais ça va quand même ralentir un peu le temps de chargement de l'application. Après ça dépend, si c'est pour des icônes c'est pas bien grave, si c'est pour une image qui fait la taille de la fenêtre, faut peut-être faire plus attention. Ouais, c'est la seule en fait. On a ce qu'on appelle le hero background. Je sais pas exactement pourquoi ça s'appelle hero, mais soit. Et on a ce machin-là, c'est le seul qu'on a fait en plusieurs densités justement pour éviter ce problème-là. Et mais à part ça, pour le reste, on s'est dit pour les icônes, etc. On va. De toute façon, on a un autre problème vis-à-vis du temps de démarrage, c'est le back-end. Le back-end est une daube. Donc ça a rien à voir. C'est assez classique. Les temps de démarrage, c'est un problème aussi. Ça fait partie des problèmes de performance. Mais c'est aussi un problème intéressant et qui est assez difficile à régler, d'essayer d'initialiser une application le plus rapidement possible, parce que les applications sont de plus en plus complexes, ont de plus en plus de couches d'abstraction, on utilise plein de bibliothèques,
Et donc ouais, c'est un problème qu'on voit régulièrement. Et donc toi, tu conseillerais quand même alors de te concentrer sur XXHDPI et XXXHDPI uniquement, ouais. et d'essayer le système downsize alors. Oui, moi c'est ce que je ferais. Alors il faudrait, ça dépend évidemment de l'application, des marchés sur lequel l'application. Parce que par exemple, si c'est une application qui est vraiment destinée à des marchés, donc comme je disais par exemple en Inde, certaines parties de l'Afrique, certaines parties de l'Asie, on a des téléphones donc, qui ont 512 mégas de RAM, qui sont des téléphones à $20, des choses comme ça. Je connais pas les détails de leur configuration matérielle, mais ils ont sûrement des écrans de moins de densité que ce que tu viens de mentionner. Donc si c'est ça, c'est le marché cible, vaut mieux s'adapter à ce marché-là. Mais si le marché cible, c'est l'Europe, les États-Unis, des endroits comme ça, là, on sait que les téléphones aujourd'hui, de toute façon, je saurais même pas si on peut trouver des téléphones en XHDPI aujourd'hui. Ok, parce que nous, en fait, on a pris le parti pris, donc, tu vois, ça se dit, de tout mettre en SVG en fait. Donc maintenant, on a mis AppCompat, on a mis tout en SVG. Et forcément, il y a que les grosses images, donc je crois qu'il y en a qu'une seule. Ouais, bien sûr. Parce que même, par exemple, des images, donc on a un splash, par exemple, on a refait un drawable, on a remis des petites images dedans, etc. Donc ça, c'est le seul truc où on a des images, je pense. Tout le reste, on a passé en SVG, on a vu une différence de qualité énorme, déjà, enfin, même sur les assets. Et du coup, voilà, est-ce que tu penses que c'est moins performant que de mettre tout en XXHDPI ou... Alors, c'est une super question. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le SVG ou les vecteurs drawable, de manière générale, ça prend beaucoup moins de place dans l'APK. Bien sûr, le coût, ça va être aux démarches de l'application, il faut rasteriser les vecteurs en images. Il s'avère qu'avec Material Design, le look des applications, donc c'est un look qui est très plat, les icônes, en fait, finalement, c'est que des contours avec une couleur unique dedans. Donc c'est très rapide à la charger et à la rasteriser sous forme de bitmap. Après une fois que c'est chargé par le framework, de toute façon c'est des textures, c'est comme des images. Maintenant, c'est vrai que malheureusement les vecteurs, tu peux faire des choses très 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 poussées avec, qui ressemblent vraiment à des images qui ont été peintes. Mais là, évidemment, si on voulait faire ça aujourd'hui, ça prendrait du temps à charger en mémoire parce qu'il faudrait appliquer des filtres, il faudrait appliquer des dégradés, des textures, des machins. Donc là, la balance sera peut-être plus en la faveur des bitmaps. Donc ça dépend vraiment des assets, ça dépend vraiment de ce que cherche le designer. Et puis parfois il y a certaines limitations, par exemple les vecteurs drawable d'Android ont quand même certaines limitations, on peut pas appliquer des filtres dessus. Alors ils s'améliorent régulièrement, mais on peut pas tout faire avec. Notamment nous, je crois qu'il y a un asset, une animation qu'on n'a pas su faire en vecteur drawable, parce qu'il y a un gradient dedans. Voilà. Et du coup, ça, je pense que je dis pas de conneries en disant que depuis Nougat, il y a les gradients dans les vecteurs drawable, mais pas avant. C'est ça, ils ont été rajoutés alors je sais pas s'ils sont dans la support lib, mais normalement il n'y a pas de raison parce que le dégradé marche dans Android depuis Android 1, donc ça devrait être faisable. C'est vrai que j'ai pas testé, j'ai juste vu que dans la doc il était que dans le 24 et du coup j'ai pas regardé si la support lib le supportait. Je pense pas. En tout cas j'ai rien vu à ce niveau-là, mais je vais regarder. Ouais, mais effectivement les vecteurs ça faisait très longtemps en fait qu'on en parlait, que les gens nous demandaient, donc c'était super quand ils sont arrivés enfin dans Android 5. Alors avant on avait d'autres raisons de pas forcément les faire parce que justement c'était le temps de les charger et de faire le rendu. C'était pas forcément évident. Et d'ailleurs, pourquoi utiliser donc un format on va dire propriétaire à défaut d'un meilleur mot, donc qui est le vecteur drawable, plutôt que d'utiliser le format SVG tel quel? Alors j'étais pas là pour toutes les discussions sur le drawable, mais une des raisons principales, alors deux raisons principales, c'est déjà la consistance, donc ça ressemble aux autres formats XML d'Android, notamment aux drawable. Le format est pas complètement propriétaire au sens où la donnée des shapes elles-mêmes, c'est en fait le format SVG. Donc on a une chaîne qui a marqué L010, qui veut dire line 2.0.10, donc ça c'est la SVG. Et c'est aussi parce que SVG est un format qui supporte énormément de choses qu'on ne peut pas forcément implémenter sur Android. Alors après il y a des variantes, il y a Tiny SVG par exemple qui enlève pas mal de choses mais qui reste très complexe, parce que même en Tiny SVG, normalement, t'es quand même censé avoir le support il me semble, de JavaScript, des animations, c'est des animations qui peuvent être drivées par JavaScript, il y a des filtres live, donc tu peux faire du blur, des choses comme ça. Et en fait, un format propriétaire, entre guillemets, ça nous permet en fait de limiter, c'est-à-dire plutôt que d'avoir un format dans lequel tu utilises une des features qui est documentée, puis ça marche pas, et tu comprends pas pourquoi, là c'est simple, le format, tout ce qu'il propose, c'est géré.
Alors, j'ai pas approfondi le sujet plus que ça, parce qu'en fait, en général, on recevait les SVG du designer, et puis il y a un tool en ligne, quelqu'un qui a fait un super truc sur GitHub où il génère le vecteur Dribble. Je mettrai le lien dans les show notes d'ailleurs. Et donc, en règle générale, on utilisait ça, et les quelques rares fois où ça n'allait pas, on refaisait à la main les différents trucs. Donc en fait, quelque chose que j'ai découvert, et enfin, je fais une aparté encore par rapport à ça. Pour les auditeurs, un truc que j'ai découvert, c'est que voilà, comme disait Romain, le fait de savoir que L ça veut dire line to, le fait de savoir que M c'est move to, et ce genre de choses, c'est une fois qu'on se renseigne un petit peu, qu'on comprend ce que ça veut dire, c'est super intéressant. Moi, chaque fois que je voyais des passes en HVG, ça me paraissait vraiment très abstrait, ça me paraissait hyper complexe, etc. Et puis une fois qu'on s'est rendu compte de ce que veut dire chacune des lettres et ce que veut dire les chiffres derrière, ça devient super simple. Et notamment quand on joue avec le tool de Roman Nurik, bah, si on veut dessiner un carré, bah, on sait tout de suite, ok, bah, je fais move 1-1, puis H10 et ainsi de suite, et on comprend, mais voilà, j'ai bougé au point, j'ai dessiné une ligne horizontale. La seule chose qui est un peu difficile dans ce format, c'est il y a quelques subtilités, parce que donc c'est un format ASCII, et donc pour essayer de réduire la longueur des chaînes, on peut parfois omettre les lettres, on peut omettre les espaces, on peut omettre il y a plein de trucs comme ça, donc parfois à lire, quand ça a été optimisé, ça peut être un peu difficile à lire. Mais effectivement, c'est relativement simple comme format. Et voilà, bah, donc moi typiquement le cas que j'avais, c'était il y avait un rond avec un trou dedans, et forcément bah, le tool qui avait exporté le truc, bah, en fait avait fait un truc avec even odd qui marche que sur 24, et donc du coup en fait bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté juste le trou, et puis j'ai fait un clip pass où j'ai entouré la forme et mis un cercle devant, et ça a marché. Donc des détails comme ça. Sinon, excuse-moi Benjamin, je voulais juste dire, j'en ai déjà parlé avant, mais je peux que recommander encore une fois le blog Styling Android de Mark Allison qui a fait toute une série sur les vecteurs drawable et sur les vecteurs en règle générale, et qui explique énormément de choses sur justement tous ces machins-là, tous ces petits détails-là, et qui fait ça très très bien. Et sinon, dans des outils dans Android Studio, on peut importer des SVG, les convertir en vecteurs drawable. Et depuis Android 2.2, on peut aussi importer des fichiers Photoshop. Donc les layers vectoriels des fichiers Photoshop sont gérés. Mais pour ça, il faut savoir utiliser Photoshop. Moi, je suis incapable. Je ne sais absolument pas utiliser ce truc. C'est pas très dur. Ça, c'est toi qui dis. J'ai essayé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, du coup, pour reprendre ce que je disais, donc après mon aparté, c'est qu'effectivement, moi, le seul truc que j'ai fait avec Vector Drawable, c'était principalement les passes. Mais je sais que voilà, SVG supporte des trucs comme le truc circle ou square, ou shape et genre de choses. Et il me semble que Vector Drawable ne les supporte pas. Est-ce que je me trompe ou... Non, ça les gère pas, si je me souviens bien. Mais par contre, alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble quand j'avais regardé le code source il y a pas si longtemps, le convertisseur par exemple d'Android Studio, lui les gère et les convertit en passes normaux dans un vecteur Drawable. Ok, d'accord. Mais voilà, donc c'était le seul truc, c'est pas une fois qu'on comprend un peu les passes, c'est pas très compliqué en fait à se débrouiller un petit peu avec une fois qu'on a la prévisualisation évidemment. Et je pense que voilà, c'est quelque chose que tout développeur devrait au moins une fois de temps en temps regarder, histoire de comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'effectivement parfois on voit aussi que le tool qui exporte fait pas des très très beaux passes, et ça vaut la peine de s'optimiser un petit peu, quoi. Ouais, non, alors je sais qu'il y a des tools qui font il me semble qu'il y en a un sur GitHub qui fait de l'optimisation de passes justement. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les vecteurs drawable avaient été vraiment créés à l'origine pour faire les icônes de material design plus qu'autre chose. Donc c'était vraiment fait c'était censé être utilisé pour des choses simples. Donc parfois je vois des développeurs qui essaient de faire le splash screen de leur application entièrement en vecteur drawable avec des dégradés de partout, etc. C'est faisable, mais ça n'a pas été optimisé pour ça, du moins à la base. Je sais plus où j'avais vu ça, mais donc notamment pour ceux qui veulent ça aussi, les vecteurs drawable, faire attention, c'est que comme Romain le disait, ils sont rastérisés dans une image, et donc le problème c'est que si jamais on tourne l'écran par exemple et que la taille de l'image va changer, il va invalider le cache, et donc il va devoir recréer l'image, et donc quand on va remettre le device droit, il va du coup re-invalider. Donc si vous avez des tailles différentes, notamment entre la taille portrait et la taille landscape, il vaut mieux utiliser drawable-land pour celui-là, pour que justement le framework soit capable de détecter que c'est deux trucs différents, quoi. Sinon, effectivement, le cache serait invalidé, et donc on perd en performance à ce niveau-là. Ouais, c'est un bon point à souligner. C'est un très bon tip, ça, et c'est vrai qu'on l'oublie trop rarement, en fait. On a tendance à trop se baser sur les automatismes du framework, plutôt que de faire un petit peu plus de travail, entre guillemets, et d'ajouter un petit peu des petites, comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs? C'est quoi le terme,
sur en gros, les drawable-land ou les drawable les configurations. Oui, c'est ça, les configurations, voilà, ce genre de choses, c'est quand même très bien foutu. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a, on a vraiment beaucoup de chance sur Android, c'est que depuis le début, on a cette capacité de gérer énormément de taille, de résolution, de position, etc. C'est intéressant parce que c'est vrai que au début d'Android, donc Android 1.0, c'était quelque chose qui était quand même très nouveau, enfin de faire comme ça, du moins pour les gens qui ont des OS plus traditionnels comme Windows, Linux, macOS. Et pareil, la gestion des densités, je sais que les 2-3 premières années, beaucoup de développeurs comprenaient pas, et effectivement, c'est qu'au début, les téléphones étaient à peu près tous les mêmes, et donc on a l'impression que c'était beaucoup de travail supplémentaire, de devoir utiliser ce système un peu compliqué, de comprendre comment il marchait, etc. Mais je pense que n'importe quel développeur qui aujourd'hui gère les télés, les montres, les téléphones, haute densité, basse densité, landscape, portrait, tout ça, se rend compte que ça aide quand même énormément d'avoir ce système automatisé de configuration. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois souvent, je vois beaucoup de développeurs, alors souvent c'est des développeurs qui sont nouveaux sur Android, qui veulent absolument se débarrasser du XML, ce que je comprends, je suis pas particulièrement fan du XML, mais qui veulent absolument remplacer par là, ils veulent le remplacer par du code Java avec des builders ou je sais pas un JSON, des trucs comme ça. Et donc ils montrent, ils disent regardez, c'est super, avec mon framework Java, on peut créer un layout Android entièrement en code sans avoir à souci de faire du XML, du machin, de trucs. Et ça fait toujours des super démos et des super exemples dans les readme ou dans des tutoriaux. Mais à chaque fois, ce qu'ils omettent, c'est que le jour où tu fais une vraie application avec ça, qui a besoin de 30 configurations différentes, le gérer soi-même à la main dans son code Java, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste les ressources qui sont faites pour ça, en fait. Oui, mais j'ai à une des nombreuses fois où je t'ai vu, j'avais posé justement la question, est-ce que le XML était là pour rester? Tu m'as dit oui, surtout continue à faire du XML. Ouais. Et comme le Java ça marche, mais vaut mieux faire du XML. Ouais, et comme je dis, c'est pas parce qu'on aime le XML particulièrement, c'est juste que on voit bien les bénéfices, les apps Google qui tournent, des apps comme Gmail, ils ont 1 milliard d'installs. Quand tu vois la liste des dossiers ressources de ces applications, c'est impressionnant. Ils ont un nombre de configurations, rien que les langues, par exemple, t'en as, chez moi, on gère au moins 40 langues par application, donc ça va très vite. Ouais, clairement. La première app Google que j'ai vue, c'était en fait l'app Google I.O. Il y a la première version qui était devenue open source, etc. Et je dois dire que dès qu'elle est devenue open source, j'ai plongé dedans pour justement essayer d'avoir un maximum de best practice et je dois dire que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à suivre tellement il y avait ce genre d'imbrication de configuration, d'include de layouts, etc., etc. Mais au final, quand on n'est pas habitué, clairement, c'est un peu difficile à suivre. Mais une fois qu'on comprend un peu le mécanisme, on comprend pourquoi c'est fait et on comprend à quel point ça peut être très puissant. Au final, on fait beaucoup de réutilisation et on optimise un maximum et ça fonctionne sur un maximum de devices. Oui, c'est ça, exactement. Et puis même dans les cas où, puisque fait le framework, on en a déjà parlé, mais donc on a toujours eu depuis le début le système de layout, c'est pareil, il y avait beaucoup de développeurs. Moi j'étais surpris parce que venant du monde de Java, donc Swing, où les layouts c'est quelque chose qui était standard. J'avais énormément l'habitude de penser en termes de layout, mais beaucoup de développeurs qui venaient du web, de plateformes, au début, ils comprenaient pas les layouts, ils comprenaient pas l'intérêt, par exemple, voilà, Benjamin a l'air de dire que c'était son cas. Et en fait, c'est un système de fallback, c'est-à-dire ça permet de, même si tu n'as pas prévu une configuration donnée, t'as le layout qui fera quand même une grosse partie du boulot, de toute façon, plus ou moins automatiquement, ce sera pas forcément le meilleur résultat, mais au moins t'auras pas des trucs qui sortent de l'écran, ou des trucs qui se chevauchent. Et pareil, comme ce qu'on disait avec le framework qui gère les densités, on essaiera toujours même si t'as pas l'image plus grande, on prendra une image plus petite, on va l'agrandir, elle sera pas super jolie, mais au moins il y aura quelque chose qui apparaîtra à l'écran. On a quand même beaucoup de fallback comme ça, qui sont bien utiles. J'ai envie de poser une question conne. Je me doute que, si c'est pas fait, c'est que il y a une raison, et c'est ça que je vais demander, c'est que, voilà, donc tu parles des gens qui veulent faire leur layout en Java, parce que justement, je pense qu'au niveau performance, tu dois sûrement gagner un petit peu. Est-ce qu'il y a jamais eu une idée de se dire, on va faire en sorte que AAPT va générer du code Java? Alors si, justement, depuis avant Android 1.0, on y a pensé.
Et la raison, c'était... La raison, en fait, je me souviens plus vraiment. À l'époque, on avait regardé un peu, on avait fait quelques tests, et je crois que ça faisait pas une différence énorme. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les applications d'aujourd'hui ont beaucoup plus de views. Les views elles-mêmes sont devenues plus compliquées, donc elles font beaucoup plus de choses dans leur constructeur. Ce serait peut-être intéressant de revisiter ça et d'essayer d'améliorer les choses. Il y a eu récemment, c'est dans le support lib, je crois, on a le async layout inflator qui permet de faire l'inflation de views dans un thread, ce qui est très utile dans une recycler view par exemple. Donc c'est aussi une façon d'améliorer les choses. Mais ouais, non, c'est quelque chose, on y a pensé. Généralement, on a pensé à peu près à tous les trucs. Et, soit c'est que ça marche pas, soit c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tout faire non plus. On est quand même des équipes qui ont des ressources limitées, même si on est Google et qu'on a Android est une grosse. Et vous êtes Google, enfin. Vous êtes Google. Y a pas de limite à Google. Bah oui, mais on le sait tous. Hein, c'est pas que rajouter une centaine de personnes sur le framework, ça ferait pas accélérer forcément les choses. Ah bon? Vous marchiez sur les pieds à un moment? Oui, sûrement. Alors, je te disais, je posais cette question, donc peut-être un peu conne, hein, comme je disais, mais parce que justement, j'ai assisté une conférence sur Anko, donc qui est le framework pour Kotlin, où justement donc les vues sont déclarées en DSL. Ouais. Et après, personnellement, j'ai pas pu tester. Donc effectivement, ce que tu disais toi-même avec les problèmes de configuration, etc. Je sais pas s'ils ont pensé à ce problème et s'ils l'ont adressé. Maintenant, c'est vrai que ça faisait du sens de se dire voilà, c'est quand même il faut quand même parser le XML. Donc alors, si ça pouvait être fait à la compilation, ça pourrait être mieux. Quoi. Sauf qu'en fait, c'est parser le XML, on ne parse pas vraiment en fait. Ce qui se passe, c'est que AAPT lui fait un parsing du XML et le convertit en fait dans un format binaire qui est assez efficace en fait. Il y a pas de, on utilise une API qui ressemble à un parseur XML pour décoder ces fichiers. Mais en fait, c'est juste des sauts dans des tables binaires. Donc il y a pas de, on n'a pas à chercher le début d'un tag, la fin d'un tag, les attributs, tout a déjà été encodé. Par exemple, c'est pour ça, je sais pas si tu as déjà créé des attributs custom pour une view, mais tu peux spécifier en fait le type de l'attribut. Par exemple, tu peux dire c'est un nombre, c'est une string, etc. Et ce qui va se passer, c'est que AAPT, lui, va faire le parsing, et un nombre, il va être stocké comme un nombre déjà encodé comme un float, comme un double. Et comme ça, nous, au runtime, on refait pas du parsing de string pour ce nombre-là. Donc il y a quand même beaucoup d'optimisation de ce genre-là qui existent dans la plateforme. Mais on pourrait évidemment faire beaucoup mieux, j'imagine. Alors en coup, j'avais regardé un peu, ça avait l'air intéressant. Il me semble, je dis peut-être des grosses bêtises, il me semble avoir vu qu'ils avaient pensé justement à ces problèmes de configuration, mais il me semble que maintenant cet effet, c'était justement de dire c'est du code, donc Kotlin pas Java, mais donc vous pouvez juste taper if landscape fait ça, sinon on fait ça quoi. Ce qui est très bien, mais ce qui m'inquiète un peu, alors peut-être que je suis pessimiste, mais c'est quand tu commences justement dans des applications complexes à gérer beaucoup de configurations différentes et que tu commences à avoir des trucs un peu bizarres, j'ai peur que ça finisse par faire du code un peu spaghetti qui est difficile à maintenir par rapport à ajouter des configurations. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de solutions qui sont très bien sur des tout petits projets ou sur des projets relativement simples, et puis dès qu'on commence à avoir un truc un peu plus complexe, ça commence à se taper. C'est un peu ça, malheureusement, alors là je vais faire un peu mon vieux con, mais on voit beaucoup ça dans l'informatique, depuis 20, 30, 40 ans. Il y a toujours des solutions un peu magiques, tu sais, des solutions où t'as ta base de données, tu vas drag and dropper les tables et les rows sur un éditeur visuel, ça va te créer des widgets, tu les connectes ensemble et puis pouf, t'as une application qui marche. Et ça, à chaque fois, ça marche pour des démos, ça marche pour des petites apps simples. Et puis évidemment, ton appel grossit et puis en fait, ça passe plus. Et c'est un peu le problème de tous les frameworks un peu magiques, t'atteins toujours un moment une limite parce que t'es forcément dans un carcan pour pouvoir appliquer cette magie. Et le jour où t'as besoin d'en sortir, t'es un peu perdu. En plus, c'est le truc que je pense que tous les invités qu'on a eu ont dit et enfin d'une façon ou d'une autre, hein, que justement il faut essayer d'aller dans le sens du framework, essayer d'aller à son encontre, voilà, pour essayer, voilà, d'utiliser la librairie magique ou la solution qui va tout régler, etc., mais qui va justement à l'encontre du framework. On se tire une balle dans le pied souvent. Ouais. Je ne parle pas d'Anko parce que je l'ai pas testé, donc je parle de manière générale ici, que voilà, en général le framework fait des choses pas parce qu'il veut nous ennuyer, mais parce qu'il veut nous aider justement pour voilà. Cyril Mottier parlait du fait que quand Nougat a sorti le fait qu'avec
les multi-window, le fait que eux ont toujours bien respecté les configuration change et ce genre de choses, ils l'avaient pratiquement out of the box parce que voilà, le framework fait ça pour une raison. C'est ça aussi, c'est un très bon point, c'est-à-dire que dans la durée, même nous, on sait pas dans 2 ans à quoi va ressembler Android, mais il y aura sûrement des changements qui impliqueront des nouvelles API, des nouveaux comportements dans le framework, et plus tu es proche du framework, du vanilla framework, plus ce sera facile effectivement à adopter ces changements. Mais d'un autre côté, c'est très bien aussi qu'il y ait une communauté qui conteste la manière de faire, mais qui propose des alternatives. Parce que justement, il y a des choses très très bien qui en ressortent. Et puis aussi, il faut quand même avouer que le framework par plein de niveaux, ça reste des briques de base. C'est-à-dire, c'est pas forcément la façon de faire son application, c'est pas utile que les API du framework. On peut construire des choses par-dessus qui simplifient la vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de bibliothèques qui existent aujourd'hui. Et par exemple, souvent les gens nous disent pourquoi vous avez pas mis un truc comme Glide, comme Picasso dans le framework. Et la raison que moi je donnais, du moins à l'époque quand je m'occupais de ce genre de choses, c'était justement parce que comme ça aujourd'hui il y a Glide et Picasso et d'autres qui existent. Alors que si nous on avait une solution dans le framework, personne n'en proposerait d'autres, ou peut-être très peu, et du coup on serait bloqué avec finalement une façon de faire qui serait pas forcément adaptée à tout le monde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose quelque chose qui est un cran en dessous, et après par-dessus, ceux qui n'ont pas de problème avec ces API peuvent s'en servir, ceux qui préfèrent Picasso utilisent ça, ceux qui veulent Glide utilisent celui-là. C'est aussi c'est ça un framework en fait. C'est pas un truc qui a pas besoin d'être étendu et c'est pas le mot de la fin, quoi. Je pense que c'est un peu la mentalité Java en règle générale, donc dans le sens où moi je venais du web et notamment de PHP à la base, et voilà, quand je devais lire un fichier, je faisais fopen et je lisais mon fichier. Quand on arrive en Java la première fois, il faut s'accrocher, quoi. Donc on a l'input stream, l'output stream et ce genre de choses, et donc c'est un peu compliqué. Puis en fait on se rend compte qu'effectivement on nous donne des petites briques Lego pour faire la maison, et que c'est l'avantage, c'est qu'on la fait un peu comme on veut. Et je vois justement cette mentalité donc vers laquelle Android va, avec les librairies AppCompat, support library design, etc. Et le fait de sortir un maximum de ces choses en dehors du framework qui permettent de la mettre à jour plus facilement, d'apporter ça à tout le monde sans devoir attendre une nouvelle version, c'est quelque chose qui je trouve est très très bien. Et je vois iOS notamment, là, ils ont Core Data, et il y a très peu de personnes qui essayent de trouver une autre solution que Core Data pour les données. Ils utilisent tous Core Data, ça leur convient très bien, alors que si on regarde du côté Android, on a plein de librairies qui existent. Je regardais encore un truc sur SQLite de Square, il y a Storio aussi, genre de choses. Moi j'utilise Cubeboard. C'est vraiment chouette comme truc. C'est fait par un GDE de Hollande. D'accord. Qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais enfin en tout cas c'est très très simple et ça marche très bien. En gros c'est Cupboard comme étagère. Ouais. Et c'est en gros ça simplifie énormément tout ce qui est faut bien dire quand même SQLite dans Android c'est pas super sexy. Donc voilà, ça c'est juste un truc qui va simplifier énormément tout ce qui est SQLite dans Android. Donc ça change pas la DB, ça ajoute c'est vraiment tout petit comme lib et ça marche très très bien. Enfin voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé dernièrement et ça marche. Je suis très mais c'est ça, après tu peux vraiment choisir les choses en fonction de tes besoins et puis même de ta façon de le faire. Parce que moi je sais que la manière dont j'aime faire des apps, utiliser des bibliothèques c'est souvent utile et important, mais j'ai beaucoup de réticence personnellement à rajouter des dépendances dans mes projets, parce que les dépendances en fait c'est un coût qui va bien au-delà d'intégrer la librairie, d'apprendre son API, etc. C'est aussi le jour où elle est plus supportée, le jour où on est bloqué justement, le jour et parfois, alors dans certains cas c'est vrai que quand les bibliothèques résolvent corrige un problème très compliqué, bien sûr on va pas forcément tout réécrire, dans ce cas-là je l'apprendrai, mais je vois souvent des développeurs qui vont prendre une bibliothèque pour quelque chose qui en fait est très très simple, et qui a vraiment pas besoin de rajouter, et vraiment pas besoin de passer par ces dépendances supplémentaires qui ralentit les temps de compilation, qui fait importer un jar énorme, qui en plus souvent c'est des bibliothèques qui vont grossir et qui vont rien apporter à l'application vraiment. Donc c'est bien de faire attention aussi à ça. Ouais, je pense que tu soulèves un très bon point ici, que une dépendance, son nom est bon, c'est une dépendance, on dépend réellement de ça, et il faut savoir ce qu'on apporte, il faut réfléchir à ce qu'on fait, et évaluer la qualité, les commits, etc. quand on apporte quelque chose de GitHub par exemple, parce qu'effectivement sinon on se rend compte que
une fois que c'est plus maintenu, on se retrouve parfois un peu coincé. Ouais, c'était marrant parce que le jour, sur Twitter, je râlais parce qu'il fallait que j'écrive du code qui multipliait des matrices et des vecteurs en Java. Et donc je râlais sur Twitter parce que c'est chiant à faire en Java. Mais je râlais parce que Java, même si j'aime beaucoup ce langage, surtout quand on fait beaucoup de C++ à côté, comme il n'y a pas la gestion des opérateurs, comme il faut éviter, on veut éviter sur Android d'allouer des objets temporaires avec des arrêts, etc. Ça fait du code qui est moche, qui est difficile à gérer, qui est pas très visible. Bref, donc je râlais sur Twitter. Et là, j'ai reçu plein de réponses de gens qui disaient « Ah, mais pourquoi tu n'utilises pas telle bibliothèque de maths? Pourquoi tu n'utilises pas telle game engine qui est des multiplications de matrices ?» Je répondais, je fais « Non, mais mec, moi, ce qui me gêne, c'est pas d'écrire le code des multiplications. Je sais faire. Ce qui m'embête, c'est comment je vais l'appeler, ce code-là. Donc, j'utilise une bibliothèque ou pas, ça règle rien du tout, quoi. Et je vais certainement pas rajouter une dépendance dans mon application pour littéralement 10 lignes de code que je peux écrire en 2 minutes. Surtout quand c'est du code, ce genre de code, en plus, il marche ou il marche pas. C'est pas comme si c'est pas du code très subtil qu'il faut absolument tester dans tous les sens pour s'assurer qu'il marche. Tu ne testes pas tout ton code? Si, j'écris pas mal de tests. D'ailleurs, je viens de passer une semaine à écrire des tests. Mais certains bouts de code, c'est du on-off, quoi. T'as besoin d'un test pour savoir ce qui marche. Et ce que j'apprécie aussi, parfois, quand on évite d'utiliser une bibliothèque, c'est, là, c'est un très bon exemple, hein. C'est l'histoire de multiplication de matrices et de vecteurs qui est un exemple relativement simple. C'est que moi, dans mon code, dans ce cas particulier, je savais très bien, je savais que mes matrices seraient d'une certaine taille, je savais que les valeurs seraient dans un certain range, donc j'avais pas à me soucier des not a number, des infinités, de tous les cas particuliers, je savais qu'il n'y aurait pas de zéro. Donc ça me permet d'écrire du code qui est vraiment spécifique et qui va être plus rapide, plus simple à tester parce qu'il fait moins de choses, et finalement qu'on ne touchera plus jamais et puis qui restera là tranquillement. Donc c'est ce que j'apprécie aussi parfois en évitant la dépendance, de pouvoir prendre des raccourcis parce qu'on sait exactement les choses dont on a besoin, on peut faire les choses plus simplement. C'est quelque chose. Oui, parce que ça va être spécifique à tes besoins plutôt que d'être plutôt global et essayer de répondre à plein de problèmes en même temps. Etc. Ouais, puis parfois ça peut beaucoup aider dans d'autres cas. Là avec un collègue, on a bossé pendant très longtemps sur une bibliothèque. Donc c'est pour Android, c'est une énorme bibliothèque qui est écrite en code natif, donc c'est du C++. Et il y a pas longtemps, là, quelqu'un nous a demandé au bureau, il s'était intéressé pour s'en servir, et il nous demandait comment il faut que je l'installe, comment je le compile et tout. On lui a dit, c'est super simple. La bibliothèque elle-même, nous, on l'a écrite pour qu'elle ait zéro dépendance. Elle dépend de 2-3 autres petites bibliothèques qu'on a écrites nous-mêmes et qui sont les plus simples possibles. Donc c'est vraiment, c'est self-contained. Il y a quelques outils qui sont faits pour le desktop qui vont avec, qui eux ont des dépendances, parce que c'était plus simple pour nous, et puis que sur le desktop on s'en fiche un peu de la taille, de la complexité, etc. Mais, et donc cette personne qui voulait utiliser une bibliothèque était ravie, parce qu'on lui a dit, regarde, c'est super simple, tu tapes make, ça compile, t'as rien à installer, t'as pas de dépendance, tu passes pas par un package manager, par quoi que ce soit, le truc juste il marche, il compile. C'est vrai que on peut pas toujours faire ça évidemment, mais je trouve que ça a quelque chose de très presque beau dans sa simplicité de pouvoir dire le truc juste il marche. Et c'est ce que je vois malheureusement un truc qui me chiffonne un peu dans la programmation moderne que je vois de plus en plus, c'est on a presque l'impression que les ingénieurs sont contre la simplicité aujourd'hui. Où je vois souvent cette réaction où un bout de code simple, qui est pas assez générique, qui est pas assez abstrait, etc., est forcément mal parce qu'il est simple. Alors que moi je vois les choses à l'inverse, c'est-à-dire que tant qu'il a pas besoin d'être compliqué, garde ton code simple. Le jour où tu as besoin de complexifie, mais c'est pas mauvais de faire du code qui fait une chose, qui le fait bien, qui le fait simplement. Mais ça fait partie des règles du clean code, hein. Si on suit un petit peu ces machins-là, moi personnellement je suis un grand fan, c'est très clair, c'est très explicite dans le clean code de Robert Martin. En gros, code propre, ça veut dire tu fais les choses de manière assez modulaire et aussi simple que possible, et tu pars pas dans tous les sens. C'est ça, c'est pour ça que je me suis rendu compte depuis quelques années, alors c'est un peu plus difficile à faire en Java à cause du langage lui-même, et bien sûr ça dépend beaucoup du type de code qu'on écrit, mais pour le genre de choses que je fais ça marche bien. J'aime beaucoup écrire en fait des bouts de code qui sont stateless, donc j'utilise pas mal de petites fonctions en fait, petites fonctions statiques, dites pures. En fait tous les paramètres sont entrés,
Donc il y a aucun state où tu peux pas avoir donc c'est thread safe, les bugs sont cantonnés dans cette fonction-là, la fonction appelle soit pas d'autres fonctions, soit que des fonctions qui sont elles-mêmes, donc stateless et pure. Donc je trouve ça très efficace en fait pour écrire du code simple qui alors évidemment on peut pas moquer ces fonctions-là, mais comme généralement elles prennent tous leurs inputs, tu peux les tester assez facilement aussi. Oui, tout à fait. Oui, j'essaie d'avoir cette. Moi, j'essaie toujours de penser injection en fait. Je me dis, j'essaie un peu, voilà. En fait, avoir ce genre de méthode, avoir ce genre de classe qui prennent tout en paramètres, c'est de l'injection. Le fait d'avoir, le fait de donner tout ce dont tu as besoin, sans devoir te soucier toi de comment c'est fait, c'est de l'injection. Donc que tu utilises un framework pour ça ou que tu utilises, évidemment dans ce cas-là, on essaie de simplifier. Donc que tu passes en paramètres, ça reste de l'injection, et l'injection en général c'est quand même pratique pour beaucoup de choses, et les tests aussi. Ouais, non, ça peut être très pratique, et alors après ça dépend, parce que moi je le fais plus de manière on va dire presque fonctionnelle, où c'est vraiment des méthodes plus que des objets, mais ce que je vois souvent en fait, des bouts de code, il y a des classes et des objets qui existent, en fait tu regardes dedans, c'est juste des fonctions, il n'y a pas de raison d'avoir une classe ou un objet là. Alors après bon, c'est des questions de goût, je préfère utiliser un objet plutôt que des fonctions statiques, mais moi j'aime bien minimiser le plus possible l'impact du code. C'était très bien dit, rien à rajouter. Une fois n'est pas coutume, notre conversation avec Romain s'est prolongée plus longtemps que prévu. Afin de garder des épisodes de durée raisonnable, nous avons donc décidé de le découper en plusieurs parties. Cette première partie se termine, mais ne ratez pas les prochaines qui vont arriver bientôt, même heure, même chaîne. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Romain se trouve à @ROMAINGUY, Romain Guy. Benjamin, lui, c'est @XZAN, Xan, quant à moi. Il s'agit de @THEYAN, The Yan. Et enfin, vous pouvez bien entendu nous suivre sur @Android_leaks pour recevoir toutes les nouvelles du podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici, et je vous dis au prochain épisode. Au revoir.